Aujourd'hui, à l'heure du développement durable, on parle de rénovation responsable. Construire et déconstruire en prenant en considération des éléments essentiels à la durabilité de notre milieu de vie, de notre efficacité énergétique, tout en tenant compte de notre santé physique, de la santé environnementale, sont tout autant d'aspects à considérer au moment d'effectuer des travaux, voire même en amont de ceux-ci. Pour en discuter, je rencontre Emmanuel Cosgrove, directeur et cofondateur d'Écohabitation, et Caroline Thomasella-Perrière, chargée de développement en économie circulaire à Architecture sans frontières Québec. C'est quoi les rénovations éco-responsables? Explique-nous ça. Bien, je dirais qu'il y a 4 choses qui définissent l'éco-responsabilité quand on rénove sa maison. C'est de faire attention à l'efficacité énergétique, c'est de faire attention à sa consommation d'eau, faire attention à sa qualité d'air et sa santé, mais il y a aussi le plus grand thème de la rénovation éco-responsable dans le contexte québécois, c'est d'éviter les déchets au long terme. C'est quand même un gros défi, il me semble. Quand on parle de rénovation, on imagine justement beaucoup de déchets générés de ce qui existe déjà, puis de ce qu'on apporte aussi. Ça complète un grand pourcentage des déchets générés au Québec et c'est directement lié à nos décisions qu'on fait quand on rénove nos maisons ou quand on construit. Mais en général, on a toujours des toitures à refaire, des sous-sols à aménager, des chambres à redécorer. Les travaux sont multiples et ça va toujours avoir de grandes conséquences sur la planète au long terme et sur notre santé directement parce qu'on intervient dans l'espace où il y a l'air qu'on respire à journée longue dans bien des cas. Oui, donc là, tu parles d'air qui fait partie d'une des 4 choses à considérer. Là, pour de l'air, une bonne aération, on parle de... On parle d'avoir une ventilation. Quand on fait de l'efficacité énergétique, on fait la chasse aux fuites d'air beaucoup. Mais quand on vient colmater toutes les fuites d'une maison, il peut manquer d'air, donc ça prend un poumon mécanique, comme un échangeur d'air. Mais c'est surtout de faire attention en rénovation aux matériaux qu'on utilise qui peuvent dégager ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Et ça, c'est du chimique sans odeur qu'on ne voit pas, mais qui peut nous rendre malades au long terme et qu'on peut développer de l'asthme, des choses comme ça. Moi, j'imagine qu'on retrouve ça dans la peinture, mais on retrouve ça dans quoi aussi alors, les COV? C'est surtout dans les bois agglomérés. Le bois compressé, la mélamine qu'on appelle, là, les armoires, les meubles, des grandes surfaces qu'on achète en grande quantité. C'est bourré de colle et ces colles-là, ils s'évaporent dans l'air sur un bon 5 ans. Et on aime choisir des produits alternatifs qui ne dégagent pas les COV et ils sont disponibles sans problème maintenant. Ici, on a une cuisine saine où on a fait attention pour ne pas avoir de composés organiques volatiles du tout. On parle d'armoires faites avec des contreplaqués qui sont faites avec des colles soya sans aucune émission de COV. On a aussi, c'est du bois de forêt bien géré, certifié FSC. On a aussi des comptoirs qui sont, souvent dans nos maisons, c'est des comptoirs stratifiés. Oui. C'est comme la mélamine moulée sur de l'aggloméré. Et ces produits-là dégagent malheureusement beaucoup de COV et ils pourrissent toujours autour de l'évier. Donc, on est constamment en train de les jeter. Ça génère des déchets et on réintroduit des nouveaux.
dans notre air intérieur et le cycle de dégagement de COV est recommencé. Ici, il y a beaucoup de réemploi également. Du réemploi, même si c'est des matériaux agglomérés, quand ça a plus de 5 ans, les gaz sont partis depuis longtemps. Donc, c'est possible. Donc ici, on a fait, toutes nos moulures sont avec le même contreplaqué utilisé pour construire les caissons. Et on a utilisé un peu de bois plein pour compléter les tours des vieilles portes qui sont en chaîne, évidemment d'une école qu'on a récupérée pour faire l'ensemble des portes sur place. Donc là, dans les déchets générés, il y en a beaucoup. On fait quoi avec? Comment on gère ça? Moi, chez moi, si je rénove, qu'est-ce que je fais avec mes déchets? Premièrement, les déchets de chantier, on veut que nos entrepreneurs fassent le tri. Si on fait les travaux nous-mêmes, il y a des écocentres disponibles pour qu'on puisse aller faire le tri nous-mêmes. Les grandes sources de déchets, c'est souvent le gyps, par exemple, et les bardeaux d'asphalte, qui ne sont pas recyclables, qui vont toujours être enfouis. OK, donc toutes les toitures, dès qu'on change la toiture, là, on se retrouve avec plein de bardeaux d'asphalte qui vont être enfouis, qui ne pourra pas être recyclé ou récupéré d'aucune manière. Exactement, c'est un grand défi. Donc, l'idée, c'est de ne pas poser de nouveaux bardeaux d'asphalte, c'est d'y aller avec des alternatives comme les revêtements métalliques, par exemple, qui vont durer toute une vie sans avoir à être remplacés. C'est sûr que le prix est 40 % plus élevé, mais il se paye tout seul dès la 15e année quand on va changer nos bardeaux d'asphalte. L'autre lieu qui génère beaucoup de déchets, c'est le sous-sol, la pièce préférée des Québécois, où on aménage beaucoup de bureaux maisons actuellement. Les sous-sols ont tendance à moisir les matériaux. Et ça, à la longue, une exposition aux champignons peuvent avoir des incidences sur notre santé. Il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des refoulements d'égouts ou une montée des crues aussi, de l'eau au printemps, par exemple, et d'avoir des inondations dans les sous-sols avec les changements climatiques. Votre assureur va toujours être attentif à ce que vous faites dans votre sous-sol parce que le risque est quand même là. C'est la place où on craint le plus et qui génère des conteneurs épouvantables de déchets non recyclables après une inondation. Quand on veut faire des murs de sous-sol, l'idéal, c'est d'isoler à l'extérieur. Comme ça, on peut même laisser le béton au mur exposé. Ça peut être très joli. C'est ce qu'on voit ici à la mi-hauteur. Sinon, c'est ça, il y a le plancher qu'il faut carrément enlever, isoler par en dessous, mettre un produit qui va empêcher l'humidité de passer. Ensuite, on peut couler une nouvelle dalle. Et du béton est imputrescible, donc c'est le dernier plancher qu'on va faire à vie, c'est garanti. L'idée, c'est que même si le niveau d'eau dans le sous-sol monte de 6 pouces, on souhaite avoir un lieu qui va simplement sécher après, sans avoir des dégâts et des rénovations de dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Donc là, on a parlé de la gestion des déchets, on a parlé de l'importance d'une bonne ventilation dans la maison, on a parlé de l'efficacité énergétique. Là, il y a toute l'eau, tout l'aspect de l'eau dans l'équation également. Oui, l'eau, c'est le fun parce que c'est la chose la plus simple. Okay. On a juste à avoir des appareils à faible débit. On pense aux pommeaux de douche qui économisent beaucoup d'énergie et d'eau. On pense aux toilettes qui consomment une grande partie de notre eau.
Et si on a des modèles qui consomment beaucoup moins que la moyenne, bien, sans savoir, on va économiser de l'eau assez facilement, des aérateurs de robinet. On peut couper notre consommation d'eau de 75 %. Contente de te recevoir aujourd'hui. Oui, on est vraiment content d'être ici. Dans le fond, là, on est dans un centre de réemploi de matériaux de construction, si je comprends bien. Oui, c'est exact. Donc, Architecture sans frontières Québec a un programme en économie circulaire. Et puis, depuis 2017, il transige des flux de matériaux de la construction et des composantes architecturales. Et en 2020, Architecture sans frontières Québec a fait l'acquisition d'Éco-Réno sur la rue Papineau à Montréal pour accroître sa capacité. Et on est en phase de croissance encore. On va aller vers un plus grand local de 10 000 pieds carrés incessamment sous peu. OK, donc là, 10 000 pieds carrés, c'est pas mal plus grand que ce qu'on a ici présentement. Oui, on quadruple la surface. Quadruplé, Et... bien, ça vaut la peine parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de matériaux, des dons, entre autres, que vous recevez sur plus d'inventaire. Exactement. On a donc de la marchandise usagée et de la marchandise neuve aussi qui provient des surplus manufacturiers, des dons institutionnels. Donc, des fois, c'est de la marchandise qui a très peu été utilisée ou c'est des erreurs de commande à la source sur les chantiers. Donc, il y a moyen de faire des belles trouvailles ici chez Éco-Réno. Et puis aussi, c'est des très bons prix puisqu'on est un organisme de charité. On a donc comme pour mission d'amasser les fonds à partir des dons que l'on reçoit. Et ces fonds nous servent à financer nos activités communautaires et internationales. Et puis aussi, bien, on peut réutiliser cette marchandise-là sur nos propres chantiers solidaires. Alors, dans les matériaux ici, pour avoir ça dans l'usager, on ne peut pas juste démolir, on ne peut pas juste détruire un chantier ou une maison. Il faut pouvoir récupérer ces morceaux-là. Donc, on parle de démantèlement à ce moment-là, déconstruction? Donc, au lieu de démolir, là, on va plutôt démanteler ou déconstruire des sections de bâtiments de façon plus minutieuse. Donc, ça demande plus de temps, forcément, plus de main-d'œuvre, puisqu'on y va manuellement au lieu d'y aller mécaniquement. Puis, ça va permettre de récupérer les items en bon état. Et il n'y aura aussi pas de contamination, par exemple, avec des morceaux de gyproc qui vont aller contaminer toutes sortes d'autres matériaux qui auraient été encore bons. Quand on démolit mécaniquement, ça fait beaucoup de pertes. Mais là, est-ce que ça... c'est pas une problématique, justement, sur des chantiers où, mettons, que je veux rénover chez moi, c'est plus long, donc l'entrepreneur ne sera pas bien content si je lui dis de prendre son temps comme ça ou que... Oui, c'est pour ça que, bien, il y a des solutions qui ont été déjà éprouvées, on peut dire, tant aux États-Unis que sur la côte ouest canadienne, où est-ce qu'on va donner une chance aux déconstructeurs avec des permis spéciaux de commencer leurs travaux avant le permis de démolition d'un concurrent. Donc ça leur donne déjà un avantage concurrentiel. Et aussi, puisqu'ils vont, au bout du compte, avoir très peu de déchets qui vont se rendre jusqu'au site d'enfouissement, ils vont avoir des tarifs beaucoup plus avantageux qu'un démolisseur conventionnel. Donc, le client, lui, il va gagner au change du fait que ces matériaux qui sont réutilisés vont avoir une valeur sur le marché, donc ils vont être revendus. Et puis aussi, il n'aura pas de coût pour l'enfouissement parce qu'il faut payer ces coûts-là pour enfouir. Ah oui, c'est ça, l'entrepreneur les refile aux clients, forcément. OK. Et un autre avantage aussi, c'est que ça crée de l'emploi localement. De quelle manière, ça? Bien, en fait, c'est que comme ça prend beaucoup plus d'employés sur le chantier pour démanteler, on va avoir des chantiers solidaires ou de l'insertion sociale qui va se créer pour des gens qui ont de la difficulté à trouver leur place sur le marché du travail. Et puis, c'est juste de faciliter ça. Au Québec, c'est difficile. Les règlements pour les permis de travail sur les chantiers de construction sont très stricts. Alors, il faudrait trouver une façon de faire comme on fait ailleurs pour permettre ce genre d'encadrement avec une main-d'œuvre
meilleur marché, si on peut moins dire. expérimentés peut-être, ou ça. qui n'ont pas nécessairement une formation. Mais ils sont formés, sauf que c'est pas les mêmes compétences que quelqu'un qui serait sur de la machinerie lourde. Je comprends. Parce que tout est fait manuellement. Donc, ici au Québec, on n'a pas ça présentement. C'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs en déconstruction pour le moment parce que les règlements ne favorisent pas l'essor de cette profession-là. Par contre, on voit qu'ailleurs, avec un petit peu d'assouplissement ou des règlements plus favorables, ça permet de développer toute une nouvelle façon de faire avec la gestion des matières résiduelles dans le chantier de construction. Donc, outre les freins que ça pose aux entrepreneurs, on a tout ce qui est favorable à ça. On a le réemploi, on a évité d'enfouir, on a peut-être des économies aussi sur les coûts des travaux. Oui, effectivement. Bien, pour les petits propriétaires qui veulent se départir d'une grande quantité de matériaux lors d'un agrandissement, d'une rénovation, ces gens-là peuvent venir ici nous faire des dons. Et pour toute valeur de plus de 500 $, on va émettre un reçu de charité, ce qui permet d'avoir des déductions fiscales pour les propriétaires. Et de notre côté, après, quand on revend la marchandise aussi, c'est exempt de taxes puisqu'on est un organisme de charité. Alors, ça permet aux acheteurs aussi de faire des bonnes affaires. Et là, moi, à la maison, je viens de démanteler, de déconstruire correctement des items. Comment je fais pour les acheminer ici? Bien, soit vous nous appelez, soit vous allez sur le site d'EcoRéno, c'est ecoreno.com, donc notre site Internet, où vous pouvez remplir un formulaire en ligne qui permet de décrire les différents items que vous souhaitez nous donner avec des photos. Et puis nous, ensuite, on va approuver le don. Avant de vous déplacer, c'est bien important d'avoir notre retour. Et puis, à partir du moment où votre don est accepté, avec grand plaisir, on vous accueille ici et on peut procéder donc à un reçu de charité. Éventuellement, on aimerait bien pouvoir offrir la cueillette des dons à domicile. Pour le moment, ce n'est pas encore possible parce qu'on est en manque de ressources humaines, mais on serait toujours ouvert à des partenariats avec des transporteurs qui seraient prêts à travailler avec nous dans le sens pour la bonne cause et pour l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres centres comme ici qui existent? Oui, il y en a quelques-uns à travers le Québec, mais c'est sûr qu'il en faudrait beaucoup plus pour gérer l'ensemble des déchets de la construction qu'on envoie sur les sites d'enfouissement. Si on y va, je ne sais pas si vous avez des statistiques là-dessus, mais il doit y en avoir beaucoup à chaque jour qui ne sont pas acheminés à des centres comme ici, mais qui sont jetés ailleurs. À Montréal, c'est géré par les écocentres. Donc, la marchandise est triée en vue d'être recyclée. Donc, on ne parle pas de réemploi. OK. On parle de recyclage. Donc, ça enlève de la valeur à la marchandise ou de la valorisation énergétique. Et tout ce qui ne peut pas trouver de filière du côté du recyclage ou de la valorisation énergétique, malheureusement, même si c'est trié dans un centre, dans un écocentre, ça va se retrouver à l'enfouissement parce qu'il ne retrouve pas de débouchés. C'est pour ça qu'il est grand temps de changer nos façons de faire et d'aller plus vers une approche délicate quand vient le temps de faire nos rénovations à la maison. On a le choix. On peut exiger ça de la part de nos entrepreneurs. Il s'agit juste de bien spécifier nos attentes et de bien choisir aussi nos entrepreneurs pour aller vers des méthodes plus en éco-conception. Et dans les entrepreneurs, est-ce que vous percevez un certain assouplissement à ce niveau-là ou il reste quand même encore assez rigide par rapport à la façon de faire sur des chantiers? Bien, je pense qu'il y a une belle évolution. On peut voir que les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail dans l'industrie de la construction ont une fibre sensible au gaspillage systémique. Puis, ils essayent de changer les façons de faire, mais encore faut-il que le gouvernement, les différents paliers de gouvernement nous accompagnent là-dedans. Donc, ça prend un petit coup de pouce aussi au niveau des règlements pour favoriser l'essor de ces nouvelles pratiques. Merci beaucoup, Caroline. De rien, ça fait plaisir.
est maintenant chez toi, Emmanuel. Merci de nous recevoir ici. Et là, on va être plus dans le concret. Tantôt, on parlait beaucoup sous-sol, toiture même, au niveau de la rénovation. Et là, ici, dans le concret, de quoi tu nous parles? Bien, ici, on voit plein d'exemples de travaux qu'on fait hors sous-sol, dans les aires de vie, les chambres, les cuisines, les salles de bain. On a calculé que les 3/4 des matières de la rénovation étaient issues du réemploi. Il y a seulement 1/4 de matériaux neufs. Ce qui est un très bon ratio comparativement à la plupart des chantiers ou des lieux qui sont rénovés. Oui. Normalement, ce qu'on rénove le plus, c'est les salles de bain. Après le sous-sol, c'est les salles de bain, les travaux les plus populaires. Et les gens plus ambitieux s'attaquent à leur cuisine. Et il y a plein de raisons pourquoi on rénove nos cuisines et salles de bain. Dans un sous-sol, oui, il y a des inondations, c'est des raisons, c'est des urgences de faire des travaux, souvent payés par des compagnies d'assurance. Les cuisines, salles de bain, c'est pas le cas. C'est souvent des travaux qu'on fait pour des raisons plutôt esthétiques. OK. C'est donc, rare on est vraiment dans l'image, dans ce qu'on trouve joli, dans ce qu'on trouve beau. Bien, la volonté de rafraîchir. Souvent, on va avoir des céramiques ben trop années 90, années 70. Tu sais, il y a des modes en habitation comme en linge. Et oui, on veut rafraîchir le look de notre maison. Et en rénovation éco-responsable, il y a plein de choix à faire pour que notre look soit aussi durable que les matériaux. OK. On veut quelque chose de plus intemporel, admettons. Intemporel, des matériaux plus nobles qui ne vont pas être démodés ou usés avec le temps. Donc, dans tes actions de succès, toi ici, au niveau de la rénovation éco-responsable, il y a entre autres le réemploi. C'est quelque chose que tu as utilisé ici. Ça peut faire peur à certaines personnes de se dire, je vais utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés. Toi, comment tu as abordé ça dans ton environnement à toi? Bien, allons-y avec les choses les plus fréquentes que j'ai faites. J'ai rénové cette maison-ci il y a bientôt 20 ans. Et j'ai refait la peinture plusieurs fois. Ça, c'est des travaux très communs que les gens vont souvent faire eux-mêmes. Donc, c'est ça, j'ai utilisé soit des peintures sans acrylique, des peintures à base de minéraux naturels comme la chaux. Ça, c'est quand on est vraiment anti-plastique et tout. OK. Sinon, dans les peintures conventionnelles, il y a des bonnes peintures comme Boomerang, par exemple, qui sont des peintures recyclées, qui sont doublement intéressantes parce qu'elles ne sont pas chères et c'est de la peinture qui a été récupérée et recyclée au Québec, de nos propres restes de peinture. C'est intéressant comme produit. Ben oui, mais dans les peintures neuves, il y a beaucoup de disponibilité maintenant de peintures avec 0 émission de COV, les composés organiques volatiles qu'on a mentionnés dans les armoires. Là. Oui. Donc, oui, ça, c'est dans les bons choix. Pendant qu'on fait la peinture, c'est sûr que je congèle mes pinceaux après l'utilisation. Tu congèles tes pinceaux. Il faut quand même avoir de l'espace dans notre congélateur entre le pot de crème glacée puis le poisson. ou si on ne pense pas faire de peinture pendant de longues années, on peut aussi les sécher et les mettre aux poubelles. Ah, OK. Parce qu'on ne veut vraiment pas laver les rouleaux ou les pinceaux. Ça envoie beaucoup de plastique à l'égout qui se ramasse éventuellement dans nos rivières, dans le fleuve. Puis il y a plein de bidules que j'aime bien, comme un bidet qu'on met sur notre toilette efficace pour pouvoir se passer du papier de toilette. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais quand on pense à l'eau simplement qui est utilisée pour fabriquer du papier. Et le déchet que ça génère ensuite exactement. dans les eaux qui sont rejetées.
le peu d'eau que ça prend pour nous laver est rien comparé à l'eau pour faire même un petit carré de papier de toilette. Sinon, on peut passer à d'autres choses comme les planchers. Ici, j'ai fait du réemploi de vieux planchers de bois franc qui ont été décloués et recloués. Ici, j'ai récupéré d'autres planchers comme les planchers d'ardoise qu'on voit dans la cuisine et les salles de bain. C'était des tableaux d'école. Je les ai collés comme planchers ou comme céramique de douche aussi. OK. Et ce que j'aime là-dedans, c'est comme la céramique blanche. Ça a une durabilité esthétique. 20 ans après, je suis encore satisfait du look de l'ardoise ou de la céramique blanche parce que ça reste des matériaux qui ne se démodent pas. Même, par exemple, le comptoir de bois, en fait, c'était un dessus de table qu'on a transformé en comptoir. Il y a l'inox qu'on voit ici, qui sont des bons choix sans émission également. Et la cuisine ici est toute faite avec du bois de récupération. C'est des retailles de cerisiers du Québec qui font les façades. Normalement, le cap des 20 ans, c'est le bon test. Parce que souvent, quand on a les moyens, on rénove environ aux 20 ans. Et c'est pas parce que la salle de bain est trop maganée. C'est souvent une raison esthétique. Exactement. Okay. Et vous me voyez venir, ça, c'est des conteneurs de déchets pleins. C'est l'achat de nouveaux matériaux qu'on va remplacer, qui vont avoir tous leur impact environnemental, qui va introduire d'autres matières qui peuvent nuire à notre qualité d'air. Fait que le moins qu'on rénove, le mieux finalement.